Alors, je vais bien évidemment donner immédiatement la parole à Maître Farge, donc, qui est avocate au Conseil d'État et à la Cour de cassation, ancienne présidente de l'Ordre, pour nous présenter donc son rapport sur l'avocat devant les juridictions administratives, acteur de l'oralité. Alors, cet acteur est-il un simple participant? Est-il au fond un initiateur de cette oralité? C'est peut-être le type d'interrogation auquel Maître Farge va s'efforcer de répondre. Maître, vous avez la parole. Je vous remercie, monsieur le professeur, et je remercie les organisateurs de m'avoir convié à parler à ce colloque. Je regrette énormément de n'avoir pas pu venir jusqu'à Orléans, où je n'ai pas souvent l'occasion d'aller, mais bon, les contraintes de mon emploi du temps étaient telles. J'ai un grand plaisir et un grand intérêt à participer à ce sujet de l'oralité devant les juridictions administratives. J'exerce depuis quelques années et c'est pour moi la plus grande révolution que j'ai connue dans tout l'éventail des pratiques et des contentieux que j'ai. Alors, on m'a donné à traiter en deuxième partie de cette seconde journée de colloque, cette seconde partie de cette seconde journée de colloque, un sujet qui est intitulé « L'avocat devant les juridictions administratives, acteur de l'oralité, point d'interrogation ». Point d'interrogation. Bien que je sois entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit par ma consoeur Elsa Selsic, que l'instruction écrite reste primordiale dans le contentieux administratif, et que si l'avocat peut avoir une part contributive à l'élaboration de la décision, c'est certainement plus par son instruction écrite que par son intervention orale. Le point d'interrogation à la fin de ce titre me surprend, m'interpelle, peut-être m'indigne, parce qu'il pourrait être un révélateur d'un doute sur le rôle de l'avocat dans l'oralité, ce qui est surprenant puisque, en principe, l'oralité, et même pour un avocat qui suit des instructions écrites, c'est sa partie, c'est lui qui parle à l'audience. Alors pourquoi ce point d'interrogation? Peut-être à cause du passé de la juridiction administrative dont on a parlé, période qu'on a connue quand on a quelques années d'expérience derrière soi et quelques cheveux blancs, période pendant laquelle l'avocat était très taisant devant la juridiction administrative, son rôle figé dans une réplique unique, sur laquelle on pouvait seulement tenter quelques vaines variations. Ce temps est maintenant loin et il n'était pas plaisant pour l'avocat et inefficace pour le justiciable et la juridiction. Les rares fois, sur une affaire délicate, sensible, on avait préparé une intervention orale, une plaidoirie, on entendait après soi et sans possibilité d'y répondre, rapporteur public, alors commissaire du gouvernement, disserter sur un tout autre sujet que celui que l'on avait jugé sensible et important, parfois très loin de l'instruction écrite, à la fois surprenant et inattendu. J'ai pas pu suivre tous les travaux du colloque, mais j'ai entendu au moins à la table ronde précédente et quelques morceaux ce matin, et j'entends bien que tout le monde a résolument tourné le dos à ces temps anciens. Alors, ce point d'interrogation, sans doute vient-il de ce passé, mais je crois qu'il interroge aussi sur la part active, qui peut être celle de l'avocat, dans la promotion de l'oralité. Je reprends le sujet, point par point. L'avocat devant les juridictions administratives, acteur de l'oralité. L'avocat, c'est celui qui représente les parties devant les juridictions.
il est le vecteur entre le justiciable et son juge, et il a pour focus l'intérêt du client qu'il a en charge de défendre. Les juridictions administratives, ce ne sont pas seulement les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel et le Conseil d'État, toutes les autres. On a parlé ce matin ou hier, je crois, de la Cour nationale du droit d'asile, mais il y a aussi les juridictions financières, les commissions administratives, les autorités administratives, les conseils de discipline. Un acteur, puisque c'est la question, un acteur, c'est soit un artiste dont la profession est de jouer un rôle, soit une personne qui prend une part active, joue un rôle important dans une réalisation. L'oralité, enfin, c'est, dans le cadre du contentieux administratif, comme on l'a entendu dans la table ronde qui vient de se dérouler, l'oralité, c'est le contraire de l'écrit. L'oralité, pour l'avocat, est dans son exercice quotidien, pour une affaire donnée, elle n'apparaît pas au seul moment de l'audience. Parce que c'est par la parole que tout commence dans son cabinet. Et une fois public, à l'audience, lorsqu'il va prendre la parole publiquement, les scènes sont multiples, je viens de le dire, il y a une grande diversité de juridictions administratives, et sur chaque scène, ou sur certaines de ces scènes, les rôles de l'avocat peuvent être multiples en fonction des conditions dans lesquelles il intervient. Alors je crois qu'on peut répondre tout de suite que oui, l'avocat est un acteur de l'oralité, non seulement parce qu'il joue sur la scène de l'audience publique un rôle, celui du défenseur, mais aussi parce qu'en coulisses, il est une cheville ouvrière de l'oralité. Pour ces raisons, je vous propose de regarder dans les coulisses ou dans la coulisse avant de regarder ce qui se passe sur scène. Dans les coulisses, je l'ai dit, tout commence dans le cabinet de l'avocat. Et le premier échange, sauf cas exceptionnel, est verbal. Cet échange, ce premier échange, il est d'importance, car à ce moment-là, le rôle de l'avocat, dans l'oralité, ce n'est pas seulement de parler, mais aussi de faire parler. Et c'est essentiel et déterminant de ce qui va advenir. Comme seul le bon interrogatoire du médecin permet le bon diagnostic, le ou les premiers entretiens de l'avocat avec son client définiront la bonne stratégie. Dans un premier temps, il faut faire dire à son client quelle est exactement sa plainte, quel est son objectif exact. Cela suppose d'écouter, d'interroger, de faire le tri des informations afin de discerner dans la plainte psychologique, morale, dans la souffrance exprimée, dans la revendication politique, ce qui peut se traduire ou non en droit. L'avocat n'est pas tant l'acteur qui joue un rôle dans cette oralité couverte par le secret de son cabinet, il est celui qui provoque la parole, qui la recueille, qui l'aiguille. Cette maïeutique est indispensable pour saisir l'intérêt du client. Elle a évidemment plus d'importance en première instance, là où se détermine si affaire juridique et contentieuse il y a. Et dans l'affirmative, c'est à ce moment-là qu'elle doit être orientée. Mais elle existe à tous les stades de la procédure, et je veux témoigner, comme avocat au Conseil d'État, je suis le plus souvent saisi pour l'ultime recours, le pourvoi en cassation, que dans la quasi-totalité des cas, le dossier est annoncé par un appel téléphonique de l'avocat qui a suivi l'affaire devant les juridictions du fond ou par le client lui-même, est souvent suivi d'un entretien au cabinet, bon, dans un temps un peu plus ancien, mais ces derniers temps on a mis en place la visio, suivi d'un entretien avec une conversation, parce que là encore, à ce stade, il s'agit de déterminer
quels pourront être les moyens utilement repris. Et pour l'avocat à la Cour de cassation, pour moi, comprendre là où est l'inacceptable pour le client dans la décision qui a été rendue. Donc cet entretien et cette oralité qui commence dans le cabinet de l'avocat, elle a cette importance de faire surgir et de faire comprendre l'intérêt du client, mais c'est aussi à ce moment-là que l'avocat devra, parfois appuyer sur un écrit, mais beaucoup par la parole, convaincre le justiciable, le client, des choix stratégiques, mais aussi parfois arriver à le persuader qu'il ne peut pas aller devant la justice, ou alors à l'orienter vers les solutions alternatives que sont la transaction trouvée avec la partie adverse, ou la discussion, la concertation ou la médiation. C'est à ces moments initiaux d'échanges verbaux, qui sont les préliminaires obligés entre le justiciable et son avocat, que beaucoup se jouent, puisque c'est là que se décide si action il y a et comment l'engager et la commencer. Alors bien sûr, cette oralité-là, elle n'est pas spécifique au contentieux devant les juridictions administratives, mais elle y a sa place comme devant tous les autres contentieux, toutes les autres juridictions, et pas moins que devant les autres. On pourrait peut-être en douter, notamment pour les contentieux objectifs, pour tout ce qui concerne le recours pour excès de pouvoir. Mais ce serait méconnaître la réalité, parce que ce n'est en réalité pas souvent que le justiciable arrive au cabinet de l'avocat à cause de l'illégalité même de l'acte. S'il vient, c'est l'émotion, l'injustice, l'agression qu'il ressent face à une décision administrative, et c'est là encore à l'avocat qu'il appartiendra de décrypter dans ce qui est ressenti comme une injustice, une agression, une inéquité politique, ce qui peut ou ne peut pas être traduit par une illégalité, par une discussion juridique. Alors, dans cette antichambre du procès, les réformes successives entreprises depuis une vingtaine d'années maintenant n'ont pas eu, j'allais dire, elles n'ont pas eu d'influence, ce qui est faux. Le cabinet de l'avocat, ces entretiens-là n'ont pas attendu ces réformes pour exister et pour que l'oralité et l'entretien, la conversation avec le client soient essentiels dans le cabinet de l'avocat. Mais en revanche, je pense que les réformes qui ont apporté plus d'oralité à l'audience au cours des mesures d'instruction renforcent nécessairement aussi cet échange verbal entre l'avocat et son client. Parce que ça veut dire que s'il y a oralité par une mesure d'instruction ou dans une audience, il faut préparer l'audience. Quand il y a une mesure d'instruction, préparer son client qui peut être interrogé, prévoir les questions qui pourront lui être soumises, lui donner les conseils, généralement de ne pas trop parler. Le professeur Defort tout à l'heure posait la question de savoir si un avocat pouvait être utile au moment de l'oralité. Je lui raconterai, on aura l'occasion de se voir, les quelques mésaventures qui me sont arrivées à des audiences où le justiciable était à côté de moi et a pris la parole inopinément. Donc toutes ces nouvelles formes d'oralité, elles impliquent aussi un travail entre l'avocat et le justiciable, et c'est un travail qui se fait oralement. Voilà donc comment, dans le secret du cabinet, et avec la protection qu'offre le secret du cabinet, avant l'audience, il y a tout ce qui se passe dans cette coulisse
et qui a pris de l'importance, effectivement, avec les évolutions qui sont advenues ces dernières années devant les juridictions administratives. Et donc, après cette préparation, l'avocat arrive sur scène, si je puis dire, c'est-à-dire la scène de l'audience publique, la scène avec tout ce que ça représente, ce qu'une audience peut représenter de théâtral, quoique la théâtralité ne soit effectivement pas ce qui est le plus observé, mis en œuvre devant la juridiction administrative, où les contentieux restent le plus souvent dans une présentation très dédramatisée. Alors sur scène, oui, bien sûr, l'avocat est acteur, au sens de celui qui joue un rôle. Il l'est au cours des audiences d'instruction ou de jugement où il participe au débat oral avec le rôle qui lui est assigné, qui est celui de défenseur de son client. Mais, je l'ai dit, les juridictions administratives sont multiples et si le rôle de l'avocat comme en qualité de défenseur est toujours le même, les scénarios sont très divers. Il y a peu à voir entre une audience devant un conseil de discipline, que ce soit de la fonction publique, de l'Ordre national des médecins ou encore du Conseil supérieur de la magistrature, et celle du tribunal administratif. Peut avoir aussi avec une audience devant les chambres régionales des comptes ou la Cour des comptes. Il y a donc des juridictions administratives devant lesquelles l'avocat de droit administratif, qui ne s'est pas spécialisé uniquement devant un contentieux, va intervenir et où l'oralité aura une part importante, voire même peut-être prépondérante. Je pense ici aux contentieux disciplinaires où l'enjeu est terrible puisque c'est l'honneur de celui qui est poursuivi disciplinairement. Et j'ai eu l'occasion, je ne veux pas ici raconter mes souvenirs et mes batailles et mes différentes batailles, mais j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion d'intervenir devant des conseils de discipline avec des audiences qui durent parfois un jour ou deux et où l'on est quasiment comme devant une cour d'assises et où là, le rôle de l'avocat à l'audience est particulièrement important parce que c'est non seulement être aux aguets pour répondre aux questions, pour envisager, arriver à comprendre, deviner à l'avance quel est le sens de l'orientation, à aider son client, le soutenir, l'encourager à prendre la parole, à parler quand il a des choses à dire, puis finalement parler pour faire une plaidoirie, pour convaincre. C'est évidemment un rôle de défenseur qui est très différent de celui qui consiste à faire quelques observations après après les conclusions du rapporteur public devant le tribunal administratif, devant la cour administrative d'appel ou même devant le Conseil d'État. Donc, lorsque l'avocat de droit administratif ne s'est pas spécialisé dans un seul contentieux, il est un acteur de l'oralité et un acteur qui est adaptable à une grande variété de types d'intervention. Mais si je reviens au point d'interrogation du titre, qui, comme vous le voyez, m'a beaucoup travaillé, si je reviens à ce point d'interrogation, je pense que le rôle de l'avocat est interrogé aussi dans le sens de la part active qu'il peut prendre dans la mise en œuvre de l'oralité devant les juridictions administratives. La lecture du code, ou en tout cas des deux articles du code qui parlent de l'avocat, pourrait laisser penser que son rôle est réduit à une portion très congrue et très passive, qui est celle de faire quelques observations orales pour appuyer ses conclusions écrites après la parole du rapporteur public.
En réalité, je crois que le rôle de l'avocat est beaucoup plus actif et déterminant. Je crois que tout à l'heure, c'est M. Hermite qui a parlé de la responsabilité de l'oralité. Bien sûr, elle pèse en grande partie sur le juge qui aura la direction de l'audience. Mais l'avocat, les avocats ont une grande responsabilité et doivent y prendre part. Une responsabilité parce qu'ils ne doivent pas être passifs, ils doivent eux aussi, et peut-être surtout eux, penser à ces mesures d'instruction qui ont été mises à la disposition du juge, certes, pour approcher de la vérité, mais qui sont aussi, et qui peuvent être aussi à la disposition du justiciable, parce que si elles aident et elles servent le juge, elles peuvent évidemment aider et servir aussi le justiciable. Donc, il appartient aux avocats, il nous appartient à nous, de savoir nous saisir de ces instruments, de savoir les solliciter et de savoir les obtenir. Dans tous les contentieux, et pas seulement dans le plein contentieux, je crois que le juge administratif, et précisément parce qu'il n'a peut-être pas encore complètement cette culture de l'oral, parce qu'il est très ancré dans cet examen très abstrait de la légalité des actes, il peut être utile et intéressant pour lui et pour la partie qu'on défend de susciter qu'il voit la réalité, que le droit n'est qu'une représentation de la réalité, et parfois il faut que le juge administratif puisse être face à la réalité qu'il est en train de juger, certes sur la légalité abstraite d'un acte, mais qui aura des conséquences pratiques importantes. Et je suis persuadée que sa décision peut être très éclairée s'il est mis en présence de cette réalité elle-même, plutôt que de l'appréhender à travers le prisme de l'analyse de la légalité. Donc, il est très important et essentiel que les avocats puissent s'emparer et susciter, demander ces mesures d'instruction, que ce soit la descente sur les lieux, l'enquête à la barre. Il faut y penser pour être certain que le juge administratif aura une vision réelle et concrète des choses, et pas seulement celle qui passe par le prisme très abstrait de l'analyse de la légalité. Parce que, bien entendu, il ne peut pas sortir du rôle de l'analyse de la légalité, mais je crois aussi que l'analyse juridique que l'on fait, que l'on peut faire, et notamment celle de l'erreur d'appréciation, et même de l'erreur manifeste d'appréciation, elle est nécessairement influencée par la perception que l'on a ou que l'on peut avoir de la réalité. Alors, après, sur l'intervention à l'audience, les textes, il n'y en a que deux, je l'ai dit, l'article 732.1 pour les tribunaux et les cours, l'article 733.1 pour le Conseil d'État. Il ne laisse à l'avocat que la possibilité de présenter des observations orales, pas de plaidoirie. Et on l'a entendu tout à l'heure, ce ne sont pas des plaidoiries qu'il faut faire. Mais en réalité, et je dis en réalité parce que c'est la réalité de ce que je constate assez quotidiennement au Conseil d'État, plus exceptionnellement devant les juridictions du fond, en réalité, c'est une initiative qui a été laissée à l'avocat. Parce que le texte dit bien peut présenter des observations orales. Ça veut dire que c'est l'avocat qui doit décider s'il y a lieu ou pas de présenter des observations orales, et c'est déjà un choix d'importance, parce que ça veut dire qu'il y a des affaires que l'on peut laisser sans observation orale, et il faut choisir celles où l'on laissera les conclusions du rapporteur public sans y répliquer, et celles où une réplique
peut être nécessaire. C'est donc cette responsabilité-là qui est donnée à l'avocat, le choix d'intervenir ou de ne pas intervenir, mais le choix lui est laissé aussi, même si c'est le terme observations orales, le choix lui est laissé de faire une brève précision, d'apporter un éclairage particulier, mais aussi de répondre à des conclusions du rapporteur public. Alors la réponse est difficile puisque comme l'a fait observer et comme il a été observé lors de la table ronde de tout à l'heure, avant l'audience, l'avocat dispose d'un sens très résumé des conclusions du rapporteur public. Il n'a pas le détail de son argumentation. Donc ici, il est acteur encore, mais dans une improvisation, parce que souvent il faut improviser, parce que l'on se rend compte à l'audience que le rapporteur public a négligé toute une partie de l'argumentation ou est parti sur un moyen qui n'était pas forcément celui qui était déterminant. Et cette improvisation dans la réplique au rapporteur public, si elle est bien faite, et elle est difficile, mais si elle est bien faite, et j'ai entendu souvent des répliques aux conclusions du rapporteur public qui paraissaient pertinentes et dont on voyait bien que la juridiction était un peu interloquée de les entendre et que ça modifierait, sinon complètement le sens de cette décision, en tout cas peut-être la façon dont elle le motiverait. Si cette réplique est bien faite, elle est donc utile, elle est utile à la décision et elle est utile à l'intérêt du client. Alors, ces responsabilités qui ont été laissées à l'avocat dans le choix de parler ou pas et dans le choix du format de sa réponse, et là encore, je repense à ce qui a été dit à la table ronde précédente où certains magistrats dans les juridictions du fond interrompent sèchement le justiciable ou l'avocat qui parle trop longtemps. Je crois qu'il y va de l'intuition de l'avocat, de savoir aussi que parfois, et c'est vrai pas souvent, mais que parfois dans une affaire, il pourra être écouté après le rapporteur public dans des observations qui seront plus longues que la simple précision ou le simple éclairage, parce qu'il y a un enjeu important et que cet enjeu mérite d'avoir, en plus de ce qui a été dit à l'instruction écrite, qu'on lui apporte ce que l'oralité peut comporter de convictions supplémentaires à des écrits qui restent très forcément formatés par le raisonnement juridique. L'acteur est donc, oui, vraiment, l'avocat, je veux dire, est donc, oui, vraiment un acteur de l'oralité devant la juridiction administrative. Pas seulement parce qu'il est sur scène, parce qu'il y joue un rôle, mais parce que la responsabilité des initiatives qu'il prend est essentielle au succès de l'utilité de cette oralité. Alors, et peut-être que c'est une faiblesse de ma part, mais je veux bien croire que le rôle de l'avocat et la façon dont il a appréhendé l'oralité, avec notamment les procédures de référé qui sont celles, ça a été dit, écrit et probablement dit au cours de ce colloque, avec les procédures de référé qui ont été celles qui ont fait apparaître de façon plus massive le débat oral devant les juridictions administratives, j'ai la faiblesse, comme avocat, de penser que si cette émergence de l'oralité a entraîné les réformes successives
où le juge administratif, la juridiction administrative, a un peu laissé tomber ses craintes par rapport à l'oralité, a accepté qu'elle vienne accompagner l'instruction écrite, c'est parce que les avocats, dans ces procédures de référé, ont su se saisir et bien se saisir de l'oralité. Alors oui, l'avocat est acteur de l'oralité devant les juridictions administratives, acteur parce qu'il a participé et il participe à la promotion de l'oralité dans ce qu'elle peut avoir d'utile et d'intéressant pour le juge et pour le justiciable devant les juridictions administratives.